Bienvenue à tous. Quand le huis clos conjugal se transforme en un haut lieu de violence. La violence conjugale est une réelle préoccupation à travers le monde. Selon la Banque mondiale, les effets de ces violences de genre sur la morbidité, la mortalité devraient les considérer comme un problème de santé publique. Violence conjugale, agir ou subir. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. D'abord, Madame Ornella Emefa-Pakou. Vous êtes coordinatrice Association Action Humaine et Solidaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Gaëtan. Et M. Adolphe Kossigale, vous êtes coordinateur du réseau Men Engage Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan. Alors, vous gardez la parole, M. Gallet. Quand on parle de violence conjugale, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Ok, merci. Et la violence conjugale, c'est cette violence qui est exercée par l'un ou l'une des conjoints ou partenaires sur l'autre au sein du couple. Et généralement, c'est une violence qui n'est pas sans effet sur les personnes qui sont dans le foyer et généralement les enfants en subissent aussi les conséquences. Madame Pakou, Oui. la violence conjugale, quel est votre regard sur ce phénomène? Bon, la violence conjugale, c'est un phénomène récurrent de nos jours parce que vous savez combien de femmes, on ne peut pas compter, qui sont violées tous les jours. Nous ne pouvons pas aussi voir combien d'enfants des alentours qui sont concernés. Donc nous sommes tous concernés par les questions de violence conjugale. Alors, Monsieur Gallet, quand on parle de violence conjugale, on a tout de suite envie de regarder seulement dans un seul sens. Est-ce que la violence s'exerce à tous les niveaux? Oui, merci pour la question. Généralement, et c'est vrai que quand on prend les statistiques, c'est les femmes qui sont plus affectées par cette violence, mais aussi il y a des cas où c'est l'homme qui est victime de cette violence conjugale aussi. Et souvent, quand c'est le cas de l'homme, on n'en parle pas parce que pour la société, c'est une honte. Mais ça existe. Madame Pakou, vous qui êtes au front contre ce phénomène, quels sont les types de violences qui vous sont rapportées? Eh oui, nous avons les violences verbales, les violences physiques, sexuelles, économiques et puis psychologiques. Donc au niveau des violences verbales, ça commence par les insultes, entre les échanges entre les partenaires, je veux dire surtout nous les femmes, quand le monsieur dit un mot, on prononce déjà 10 mots. Et du coup, ça peut tomber sur les violences physiques. Donc au niveau des violences physiques, systématiquement, il y a les blessures, il y a les échanges de coups. Et face à ces violences, nous n'oublions pas aussi le viol conjugal, c'est-à-dire sur le plan sexuel, où il n'y a pas de consentement entre les deux partenaires. Et surtout, c'est le monsieur qui force la femme à faire l'amour les soirs au moment où la dame elle est très fatiguée. C'est comme c'est un devoir pour la dame de se donner au monsieur au moment opportun où lui, il en a envie. Et donc la violence aussi économique au cas où la dame refuse de ne pas céder la nuit. Le lendemain, le monsieur dit, je ne te donne pas l'argent pour les popotes. Donc systématiquement, la dame, elle est traumatisée, elle a des blessures internes comme externes, si jamais il y a eu les coups. Et donc systématiquement, voilà un peu les types de violences qui agissent sur la psychologie et le mental des femmes et des hommes, et en même temps des enfants et toutes les personnes tout autour. Alors, Monsieur Gallet, Madame Pakou a rappelé un peu les types de violences. Quelles sont les plus récurrentes? Oui, merci. Généralement, hein, on rencontre toutes les formes de violence, y compris la violence psychologique aussi, où c'est l'humiliation que la femme subit. Et je vais peut-être dire, peut-être celle qui n'est pas souvent rapportée, c'est la violence sexuelle, parce que dans le foyer, on considère que c'est un devoir conjugal et que même sans consentement, si on le fait, mais c'est nécessaire. Même en étant dans le foyer, il faut le consentement des deux. Si un partenaire se sent fatigué, il faut discuter, dialoguer pour que quand même qu'elle consente.
pas parce que j'ai envie, donc sans dialogue, sans négociation, il faut obligatoirement y aller. Et on rencontre aussi les violences physiques. Et souvent, c'est ce qui est plus rapporté parce que, vous savez, dans le foyer, quand c'est les insultes, les humiliations et autres là, on gère. Mais quand c'est les coups, arrivé à un niveau, c'est dur et c'est ce qui est plus rapporté. Donc, les violences conjugales ont cette spécificité de ne pas être souvent rapportées parce qu'il faut garder le secret au niveau du foyer. Et justement, certains comportements répréhensibles au sein du couple sont sous le couvert des pratiques, dit-on, coutumières. Est-ce que vous avez, comment est-ce que vous menez votre combat en prenant en compte cet aspect social de la chose? Oui, merci beaucoup. Il y a beaucoup de normes qui sont à la base de ces violences conjugales. Et d'abord le patriarcat qui donne beaucoup de pouvoir à l'homme et l'homme qui se croit chef, qui se croit tout permis et qui a des attentes vis-à-vis de la femme. Donc il y a la société qui a déjà segmenté les rôles de manière à ce que si ces attentes-là vis-à-vis de la femme ne sont pas remplies, alors c'est qu'il y a mésentente qui peut aboutir à des violences. Et souvent, la femme aussi, dans son contexte, est appelée à être soumise. Et quand il y a violence, il faut subir parce que c'est l'homme. Donc, il y a tout ça là, ce qui fait que ceux qui veulent revendiquer un peu leurs droits aussi sont considérés comme des rebelles. Donc, nous avons besoin de vivre dans une société harmonieuse où l'homme et la femme sont appelés à s'entendre. On ne refuse pas dans un foyer. Il va y avoir des incompréhensions, ça arrive. Mais quand ça arrive, il faut discuter, communiquer, dialoguer, s'attendre et ne pas attendre jusqu'à ce que ça aboutisse à des violences. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Nous sommes un réseau d'organisations de la société civile qui engage les hommes et les garçons pour la lutte contre les inégalités et la lutte contre les violences. Donc, nous faisons le travail transformateur genre parce que nous avons compris que ce n'est pas suffisant d'avoir les lois qui sanctionnent alors que c'est beaucoup plus une question de mentalité. Des fois, c'est parce qu'on a reçu une éducation, on a grandi dans des conditions données et pour nous, vivre avec la femme, voilà ce qu'on attend d'elle et autres là. C'est ça qui crée souvent les violences. Donc, si nous arrivons à questionner ces normes-là à travers le travail transformateur genre et nous amenons les gens à réfléchir eux-mêmes sur ces normes-là pour voir la pertinence de ces normes-là par rapport à la réalité actuelle. Est-ce qu'il faut améliorer certaines choses? Alors ça amène les gens à prendre des décisions pour améliorer les choses. Et nous travaillons et sur la masculinité et sur la féminité. Nous avons eu à faire précédemment une campagne sur la masculinité positive. On va en parler. Madame Pakou, aucune femme n'a jamais souhaité vivre dans un foyer où elle subit quotidiennement des violences. Alors lorsque ça arrive, comment doit-elle se comporter? Quelle réaction faut-il avoir lorsqu'on a en face un homme violent? Bon, d'abord, ce qu'on pourra dire, c'est de briser le silence parce que on ne peut pas supporter et dire que non, c'est ce que le patriarcat avait mis en place. Alors, nous devons briser le silence, en parler tout autour de nous et surtout quand il y a les violences sur le plan physique et autres, aller vers l'hôpital pour se faire soigner. Donc, ne pas avoir honte d'aller à l'hôpital parce que j'ai été battue ou violentée par mon mari. Ensuite, si possible, enclencher les procédures judiciaires, si c'est possible. Et en même temps aussi, n'oublions pas l'accompagnement psychosocial, sans oublier le plaidoyer entre les deux familles pour pouvoir rétablir la paix dans le foyer. Alors, vous appelez les femmes à briser le silence, à délier les langues. Alors, lorsque certaines hésitent
à parler. Est-ce que vous les comprenez par rapport aux violences qu'elles subissent, qu'elles soient sexuelles, physiques, économiques ou même psychologiques? Oui, en matière d'écoute, il faut l'empathie parce que avec l'empathie, tu te mets à la place de l'autre, tu comprends mieux la personne. Et nous savons très bien que la manière dont le mariage est si vénéré, je vais le dire un peu, c'est que la femme qui est violentée dans son foyer a peur aussi en même temps de perdre son mari au moment où elle va aller dénoncer. Donc c'est ça qui donne un frein systématique pour que la femme aille puisse dénoncer son mari. Mais normalement, ça ne devait pas être. Donc, d'où le processus d'accompagnement pour amener la personne à comprendre que tu es une personne entière, tu es une créature bien-aimée de Dieu comme l'homme aussi. Et donc, systématiquement, il faut dénoncer. Ça ne veut pas dire que c'est pour nuire au monsieur, mais c'est pour ta santé physique et mentale. Donc, Monsieur Gallet, quels sont les mécanismes auxquels il faut faire recours lorsqu'on est en face des cas de violence conjugale? Oui, merci pour la question. Et d'abord, la violence, nous ne souhaitons pas la violence et personne ne peut souhaiter la violence. Mais ça arrive et on a beaucoup de cas. Un premier niveau, c'est de discuter en couple, d'essayer de s'attendre pour que ça ne se répète plus. Donc c'est le premier niveau. Là, il faut essayer de s'attendre. Maintenant, si vous réussissez entre vous, mari et femme, à vous attendre et que ça ne continue plus, là c'est bon. La situation est sauvée. Maintenant, il y a des cas où ça continue. Et ça peut engendrer même des séquelles au niveau de la femme ou de l'homme, selon que l'homme ou la femme est la victime. Et là, on sait aussi que dans nos sociétés traditionnelles, ce n'est pas conseillé de prendre ce qui est du foyer pour l'amener dehors. Donc, c'est ça qui oblige généralement les femmes à ne pas pouvoir s'exprimer en cas de violence. Elles subissent. Elles n'ont même pas de solution pour s'en sortir, mais elles subissent jusqu'à un an. Il y en a qui peuvent même perdre la vie dans ces violences-là. Alors, dans des cas critiques comme ça, nous encourageons les femmes à briser le silence. C'est-à-dire, soit, selon les réalités de chaque foyer, vous pouvez soit aller dans votre famille ou bien une personne que vous trouvez peut-être qui peut jouer la médiation entre vous pour temporiser la situation ou calmer la situation. Ou bien, il y a les centres d'écoute que l'État a mis en place. Il y en a beaucoup. Même GF2 aussi a mis en place des centres d'écoute. Vous pouvez aller là-bas, on va vous écouter, vous allez demander conseil. On va vous écouter. On va même faire des accompagnements psychosociaux pour vous. Et si besoin, il peut vous faire venir le mari pour essayer de jouer la médiation entre vous. Il y a d'autres recours aussi, comme porter plainte, appeler la police. Donc, selon les cas, il y a plusieurs moyens pour vraiment réagir. Alors, justement, vous le dites si bien, tout ce qui se passe dans le couple doit se régler dans le couple. Est-ce qu'à travers votre campagne, vous ne faites pas entorse à ce principe? Non. Nous, comme je l'avais dit, nous n'encourageons pas la violence. Et notre souhait pour cette campagne, c'est de réduire la violence au sein des couples. Donc, s'il n'y a pas de violence, on n'aura pas besoin de briser silence ou quoi que ce soit. Mais ce sont des cas qui arrivent aussi, où l'homme ou la femme peut perdre la vie. Imaginez une situation où l'homme est en train de battre la femme à mort. Et la femme ne peut même pas crier pour que le voisin puisse attendre. Rien que le cri pour se soulager, pour ne pas briser le silence. Mais à un moment donné, il faut choisir la vie. On sait que généralement, quand ça arrive à ce niveau, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes même. Et des fois, le foyer est difficile à récupérer. Parce que dans nos cultures, il est difficile pour l'homme d'accepter que ma femme m'a convoqué quelque part. Mais pourtant, tu es la violente et elle peut perdre sa vie dans ça. Oui, justement, il y a une femme qui va bien nous parler de cette situation. Madame Pakou, lorsqu'une femme porte plainte contre son mari en Afrique, est-ce que, comment d'abord, est-ce que vous avez documenté des cas comme ça et quelles sont les réactions de part et d'autre que vous avez dû avoir?
Bon, la plupart de ces cas sont mal vécus dans les familles. Je veux dire les deux familles, que ce soit au niveau de l'homme ou bien de la femme. Mais comme M. Gallet vient de le dire, d'abord, avant d'aller au niveau des plaintes, ça veut dire qu'il y a eu la médiation familiale. Donc, entre l'époux, les deux, c'est-à-dire le mari et la femme d'abord. Si ça ne va pas entre les deux, là, ils associent les parents ou bien les amis proches pour pouvoir résoudre le problème. Donc, pour en arriver au niveau des plaintes et dénoncer le monsieur, ça veut dire que vraiment, c'est un niveau exagéré. Et donc, la femme aussi doit se préparer à ce qui est comme conséquence. Parce que le monsieur, quoi qu'on en dise, même si on essaie de lui dire non, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, et il prend sa position de ne plus être avec cette femme, on ne peut rien. Donc, la dame doit se préparer à accepter aussi la position du monsieur, mais l'objectif premier, c'est surtout de survivre, de vraiment être en bonne santé, comme on le dit. Alors, madame, vous êtes très active sur le terrain pour amener vos sœurs à délier les langues. Est-ce que vous avez le sentiment que votre message est écouté? Est-ce qu'il y a un changement de comportement? Oui, mais il y a un changement de comportement parce que nous voyons même sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook et autres, comment les femmes maintenant sont... Dénoncent. Oui, elles dénoncent. Elles savent aussi que nous ne pouvons pas rester les pieds joints, les bras croisés, mais nous devons entreprendre aussi pour ne pas subir justement les questions de violence conjugale. Donc je pense que la gente féminine est active ces derniers temps, même s'il y a quand même des égards. Alors, Monsieur Gallet, et une des armes que vous avez, c'est cette campagne digitale que vous avez menée il y a un bon bout de temps. Et vous êtes arrivé au terme de cette sensibilisation. Alors, quel bilan vous pouvez en faire? Oui, merci Gaëtan. Effectivement, c'est une campagne qu'on a pris le temps de bien concevoir pour pouvoir toucher les points clés de la féminité. Parce que ce n'est pas que les femmes, il y a des comportements au niveau des femmes et on les accuse par rapport à ça, mais du fait que c'est le patriarcat, on est né dedans, on a grandi dedans, il y a beaucoup de choses que en tant que femme aussi, on a normalisé en nous et qu'il faut maintenant re-questionner pour avoir d'autres réponses, d'autres stratégies. Donc nous avons eu à faire des micro-trottoirs, on a une cinquantaine de capsules vidéo sur les différents thèmes comme la féminité même, transformative, qu'est-ce que c'est? On en a parlé. On a parlé de la violence conjugale, de la dot, l'addition au resto. Est-ce que la femme peut aussi payer l'addition au resto ou pas, le transport, tout ça là? Est-ce que je dois, moi en tant qu'homme, je dois à chaque fois payer le transport à ma copine? Donc on a essayé de toucher vraiment les points saillants pour amener les gens à réfléchir. Et nous avons eu beaucoup d'interactions. C'est effectivement ce que nous voulons. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire de mieux, mais nous voulons juste les amener à réfléchir sur certains aspects qui sont devenus des habitudes auxquelles on ne pense plus, auxquelles on ne questionne plus. Donc nous avons eu beaucoup d'interactions, beaucoup de réactions, d'autres qui sont pour, même quand vous prenez les micro-trottoirs, il y a eu des avis diversifiés. Et maintenant, c'est quoi la suite après cette campagne? Oui, après cette campagne, nous allons continuer les travaux au niveau de la communauté par le travail transformateur genre et aussi nous allons continuer avec d'autres campagnes et même aller avec des plaidoyers, surtout que nous sommes en train de planifier. Autant d'actions qui restent encore à être menées sur le terrain. Merci d'être passé sur ce plateau. Adolphe Kossi-Gallet, coordonnateur du réseau Meningéji Togo. Merci à vous, Madame Ornella Emefa Pakou. Vous êtes coordinatrice association Action Humaine et Solidaire. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.